Hey oh, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode des brebis de Philippe Bonnet. Abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage, zbardi, wallep. La partie foin, c'est surtout une question de matériel. Si je passais à l'enrubanage, il me faudrait quand même des moyens de distribution bien plus importants. Le tracteur ne conviendrait pas, la presse ne conviendrait pas. Il y a beaucoup de choses qui m'obligeraient à investir. J'aurais pas de toute façon beaucoup plus de résultats économiques avec de l'enrubanage. Je ne m'y retrouverais pas plus que ça. Alors, comment j'ai substitué le problème de l'enrubanage? On fait pâturer un maximum et on déprime un maximum les prairies. Ça, c'est sur la partie printemps. Qui fait que quand j'arrive pour faucher, c'est vraiment dans une période décalée où on peut faire du foin. Et la partie déprimage a été faite et on arrive, avec mon petit matériel, je peux passer à peu près partout pour faucher. Je peux même arriver de faucher des refus quand vraiment c'était pas convenable de mettre des brebis dedans. Pour gérer la partie où il y a les périodes où il y a moins d'herbe, après, parce que sur la partie de l'été, c'est quand même très séchant, et la partie d'hiver, on n'a pas des grosses pousses d'herbe, et qu'on a quand même obligation de mettre des animaux dehors, j'optimise sur la partie céréales. C'est-à-dire que après la moisson, il y a des parcelles qui sont clôturées, d'autres qui ne le sont pas, donc on met de la clôture électrique, et on met les brebis dedans. On met toujours un lot, un gros lot de brebis, qui vont agneller dans le mois de septembre, ou qui sont vides, près de sevrage, dedans, pour pouvoir tout nettoyer, toutes les mauvaises herbes qui traînent, et nettoyer les tours de champ. Ça me pousse tout le mois de juillet et une bonne partie du mois d'août. Dès que la période le permet, on sème le couvert, on l'enfouit en déchaussement, on enlève bien sûr les brebis avant, et on les remettra dans le mois de septembre-octobre quand le couvert sera repoussé. Ce qui fait que sur 70 hectares de prairie à peu près, on arrive à gagner entre 15 et 30 hectares de surface en plus. Ça permet aux prairies qui ont été sollicitées au printemps de se reposer, de repartir éventuellement si on a des orages dans l'été, et d'avoir des prairies beaucoup plus poussantes dans l'hiver, et ne pas avoir à gérer des paillassons tout l'été. En termes de main-d'œuvre, c'est bien plus simple. C'est des animaux que j'ai pas à nourrir, et juste à surveiller si tout se passe bien, à donner de l'eau. Voilà. Alors l'hiver, quand on fait l'alimentation, donc il y a le foin. Des fois, on complète des agneaux à la finition. Et un petit peu de paillage. Alors la consommation de paille est très réduite parce que les animaux sont souvent en extérieur. Je consomme entre 10 et 20 boules de paille à l'année. Ça sert surtout ici pour faire des litières propres quand les animaux sont en agnellage. Les problèmes sanitaires à ce moment-là sont quand même assez sensibles. Les animaux sont quand même mieux. Les petits agneaux qui gambadent dans un milieu qui peut être des fois un peu riche en microbes et compagnie, ça permet d'avoir une litière saine. Voilà. Tout le reste de l'année, après, j'ai pas vraiment de gros besoins. Les refus passent dans la paille, comme en ce moment là, et il n'y a pas de gros besoins. Le fumier, ensuite, on l'enlève, on le met en tas, on le laisse pourrir, on le reprend, on le met dans les champs qui seront destinés là où c'est étendu, et quand c'est bien pourri, on le rebranche un coup et on l'étend dans les parcelles où on estime qu'il y a des gros besoins en matière organique. On tourne, prairie ou culture. Voilà. Ce qui fait qu'en besoin de paille, je suis largement autonome.
Les cultures qu'on fait sur l'exploitation, c'est du blé sous contrat, un peu d'orge, tournesol, un petit peu de luzerne et accessoirement en fonction des années, du colza ou d'autres cultures en fonction des opportunités. Pas de culture irriguée parce que pas d'irrigation et il y a déjà assez de choses comme ça à s'occuper. Objectif, tourner un maximum avec des cultures essentiellement d'hiver quand même parce que les cultures de printemps c'est parfois un peu compliqué à gérer entre la fin de l'agnellage, la préparation des terrains, l'arrivée des foins, une période un peu tendue. Donc 2 bons tiers de culture d'hiver et 1 tiers de culture de printemps. Mon point de vue sur l'agriculture et puis ce que je fais moi, ce que font les autres et comment je vois l'avenir. Je pense que pour moi il n'y a pas qu'une agriculture, il y en a plusieurs. Donc à chacun de s'y retrouver en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il fait et puis de l'endroit où il se trouve. Moi j'ai essayé de faire quelque chose qui me corresponde et qui soit cohérent par rapport à l'endroit où je me situe. Il y a des choses que je pourrais peut-être faire mais sur lesquelles je serais limité ici. Je pense notamment à l'irrigation, ça m'aurait peut-être convenu d'aller chercher des cultures un peu plus à valeur ajoutée, mais j'ai pas la ressource, j'ai pas forcément les moyens et tout. Donc j'ai préféré plutôt m'adapter au milieu. C'est pour ça que je savais qu'ici on avait un potentiel culture, mais pas à 100%. Et c'est pour ça que l'élevage m'amène quelque chose de complémentaire et qui m'amène à ce que mon système soit cohérent. La rémunération de l'agriculture, moi dans mon métier il y a 2 aspects. Il y a d'abord je fais ce qui me plaît, donc ça n'a pas de prix. Quand je me lève le matin, je me lève avec plaisir et quand je me couche le soir, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai toujours l'impression d'avoir fait une bonne journée. Donc j'essaye d'être positif dans mon métier et d'avoir une agriculture positive. Après, quand on parle par rapport à l'aspect financier, on se rémunère et par rapport au temps de travail qu'on y passe, je considère qu'aujourd'hui, on a quand même sacrément maîtrisé le temps de travail par rapport à tout ce qu'on consacre comme temps au niveau de l'élevage. C'est-à-dire que comme on a une race extensive, qu'on délègue des choses qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'a pas le temps de faire, ou qui nous amènerait à faire des investissements trop lourds par rapport au coût que ça me revient, à un moment donné, je délègue. Et ce qui fait que globalement, au final, ce que j'en retire au niveau financier par rapport au temps de travail que je passe, moi je me sens bien. L'élevage ne doit pas rimer avec esclavage. L'élevage n'est pas un esclavage. On ne doit pas être dans ces bêtes 24 heures sur 24. J'encouragerais les gens à avoir sur leur ferme un équilibre entre l'épanouissement dans leur travail et la charge de travail qui en découle.